Chers auditeurs, un grand merci pour votre fidélité à nos cours d'histoire aujourd'hui consacrés précisément à l'histoire romaine et un texte extrêmement important dans cette histoire. Il s'agit de l'édit de Caracalla. Dimitri Tilloy d'Ambrosi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire en lycée, doctorant à Lyon 3, spécialiste de l'histoire romaine et auteur notamment du livre L'Empire romain par le menu, paru chez Arché Éditions. Dimitri, lors d'une précédente émission, nous avons étudié le fait de devenir et d'être citoyen romain, quels sont les droits de chaque citoyen, quelles sont ses obligations. Or, la citoyenneté romaine va être bouleversée par un édit qui s'appelle l'édit de Caracalla. Nous sommes en 212, c'est bien cela ? Avant de voir la nature de cet édit, il semble important de comprendre la personnalité de Caracalla. Qui était Caracalla ? Caracalla appartient à la dynastie des Sévères. Pour comprendre l'origine de cette dynastie, il faut retourner au 31 décembre 192. Le 31 décembre 192, Commode, fils de Marc Aurèle, et c'est le dernier Antonin, est assassiné à la suite d'un complot. Suite à cet assassinat, plusieurs compétiteurs s'affrontent pour obtenir le pouvoir impérial. À l'issue de cette lutte, Septime Sévère l'emporte. Qui est Septime Sévère ? Septime Sévère est originaire de Libye actuelle. Il est originaire de la Cyrénaïque, et plus précisément d'une cité opulente et riche, il s'agit de Leptis Magna. On a donc un provincial, et même un Africain, qui accède au pouvoir, au sommet du monde romain. Septime Sévère, auparavant, a été gouverneur en Pannonie, c'est-à-dire en Hongrie actuelle, au bord du Danube, et également gouverneur de la province de Lyonnaise. Et alors qu'il résidait à Lyon, est né un fils, Caracalla, en 188. La mère de Caracalla est une Syrienne, ce qui montre l'association des provinciaux au destin de l'Empire. Elle est originaire d'Émèse, Homs actuellement en Syrie, et fait partie d'une famille aristocratique, une famille assez prestigieuse. Caracalla a un autre frère, plus jeune, qui s'appelle Geta. Septime Sévère meurt en 211. Il meurt de mort naturelle. Mais à la fin de sa vie, il prévoyait, nous disent les sources, de partager l'empire entre les deux frères. Mais Caracalla n'entend pas ainsi, et en 211, dès l'accession au pouvoir, Caracalla fait assassiner Geta dans les bras de sa mère, nous disent les sources. Et donc, c'est le début d'un pouvoir personnel, un pouvoir assez autoritaire. Les sources noircissent quelque peu le portrait de Caracalla, à raison évidemment avec cet assassinat, mais malgré tout, il faut nuancer quelque peu, puisque de bonnes mesures ont pu être adoptées, par exemple au niveau monétaire, il y a eu des réformes tout à fait saines pour l'Empire. Caracalla également a réussi à protéger l'Empire face aux Alamans, par exemple, des peuples germains en Occident. Il s'est battu contre les Parthes également, mais lui-même se prenait pour un nouvel Alexandre. Donc voilà en quelque sorte le portrait de cet empereur qui prend le pouvoir en 211. Nous sommes en 212, c'est l'édit de Caracalla. Quelle est la situation de l'Empire à cette époque ? En 212, l'Empire, au niveau territorial, est à son apogée. Jamais l'Empire n'a été aussi grand. Il s'étend donc de l'Angleterre actuelle jusqu'au Sahara actuel, du nord au sud, et puis d'ouest en est, du Portugal jusqu'à la Mésopotamie. Et Septime Sévère, le père de Caracalla d'ailleurs, a réussi à consolider les positions romaines en Orient, puisqu'il a réintégré la Mésopotamie, alors qu'il avait déjà été, une fois sous Trajan, abandonné par Adrien, et ici reprise aux mains des Parthes. C'est une époque également, pour ce qui concerne notre sujet, une époque où le droit romain se solidifie, où le droit romain se développe, se précise. C'est une époque où de grands juristes sont à l'œuvre, notamment Ulpien, par exemple, que l'on retrouve fréquemment cité dans le code théodosien et les codes de l'époque tardive. Comment, Dimitri, ce document, cet édit de Caracalla, est arrivé jusqu'à nous ? Par chance, comme pour la table claudienne, on dispose à la fois d'une source première, on pourrait dire d'une source directe, et d'une source indirecte du récit d'un historien. On dispose d'un papyrus qui a été retrouvé en Égypte et qui comporte le texte tel qu'il a été rédigé par le pouvoir impérial
et qui comporte la décision de l'empereur Caracalla. Et également, on conserve le texte d'un historien qui est Dion Cassius, qui écrit au milieu du IIIe siècle plutôt, à l'époque de Sévère Alexandre, qui est le dernier empereur de la dynastie des Sévères, qui meurt assassiné en 235, et qui relate de façon indirecte donc cette mesure, avec toutefois, on y reviendra, un regard assez critique. Quelle est la force d'un édit et qui est concerné par ce texte et quelle est sa portée? Alors c'est important de considérer déjà le statut de ce texte, c'est un édit, c'est-à-dire une décision qui fait force de loi pour tout l'Empire. Une décision donc qui s'applique à l'ensemble des habitants. Donc c'était relayé par l'ensemble des gouverneurs de l'Empire. Alors le fait d'avoir retrouvé ce papyrus en Égypte avec le texte de l'édit prouve bien en effet qu'il y a eu des relais évidemment via les gouverneurs sans aucun doute pour diffuser la décision de l'empereur et la faire connaître au plus grand nombre. Et alors pourquoi donner la citoyenneté à tous les hommes libres? Et d'ailleurs, nous avons évoqué la citoyenneté lors de notre précédente émission, et vous n'avez pas utilisé l'expression d'homme libre. Comment qualifier un homme libre? Chez les Romains, on distingue en effet l'homme libre de l'esclave. L'homme libre, c'est celui qui naît dans la liberté, qui n'a pas connu l'esclavage. On considère dans l'Antiquité que quelqu'un qui est né esclave porte ce qu'on appelle la macula en latin, c'est-à-dire la tache. C'est une forme de marque de sa servitude qui reste indélébile en quelque sorte. C'est pour ça qu'un affranchi d'ailleurs ne peut pas tout de suite avoir des droits politiques, seulement ses descendants. Donc c'est une distinction qui est absolument fondamentale, et les Romains aiment bien catégoriser les personnes, évidemment, et les faire rentrer dans des cases en quelque sorte. Et donc ce texte, en effet, a une portée absolument extraordinaire, puisque tous les hommes libres, qui ne sont pas encore citoyens romains, peuvent le devenir, sauf une exception qui est mentionnée dans le texte, qui sont les deditis. Alors c'est une catégorie juridique qui n'est pas tout à fait très claire, mais il semble, et ça me semble raisonnable de l'affirmer ainsi, il semble que les deditis sont des peuples soumis à Rome, mais qui n'ont pas le statut de communauté civique. Un exemple, en Égypte. En Égypte, aux yeux du pouvoir romain, il n'y a qu'une seule cité qui est Alexandrie. Les autres habitants du territoire égyptien sont considérés comme des pérégrins, mais même plus précisément comme des deditis. C'est-à-dire que s'ils veulent accéder à la citoyenneté romaine, ils doivent déjà se faire enregistrer comme citoyens à Alexandrie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas citoyens, ni même d'une cité étrangère. Donc les deditis, sont une catégorie un petit peu à part. Comme ils sont en dehors du système civique, et la cité c'est le modèle de l'homme civilisé pour les Romains. En dehors de la cité, il ne peut pas y avoir de vie civilisée. Donc c'est pour ça que ce sont les hommes libres, mais citoyens déjà d'une cité, qui peuvent l'obtenir. Alors vous avez utilisé l'expression « tous les hommes libres peuvent devenir ». Est-ce que ça signifie que certains n'ont pas souhaité devenir citoyens romains? Alors de facto, lorsque cette décision est adoptée, tous les hommes libres deviennent citoyens. Mais donc il n'y a pas de choix. Voilà, c'est quelque chose qui est décidé de force par l'empereur. Mais de toute façon, il y a des avantages, évidemment, à être citoyen, mais il y a quand même quelques inconvénients, on y reviendra. Cependant, les sources nous disent que les communautés civiques, qui avaient leur propre tradition, leur propre loi, leurs propres coutumes, pouvaient décider malgré tout de continuer à exercer leurs droits, à mettre en application leur propre justice, leur propre tradition, etc. Donc il y avait une sorte de respect de l'identité. Comment ces hommes, ces nouveaux citoyens romains gèrent au quotidien leurs nouvelles responsabilités au fond, parce que au cours de l'émission que nous avons enregistrée ensemble sur la citoyenneté romaine, on voit que être citoyen romain entraîne à la fois des droits, mais aussi des obligations, et vous évoquiez ces hommes qui se ruinaient précisément à cause de leurs obligations. Donc en effet, il y a des obligations qui incombent aux citoyens romains. Alors les personnes qui vont se ruiner pour l'évergétisme, pour dépenser pour leur cité, pour le bien de leurs concitoyens, sont des gens fortunés, mais une minorité. Si on considère l'ensemble des citoyens qui sont de conditions modestes, voire humbles, eh bien finalement, au quotidien, cela ne pose pas énormément d'obligations, dans la mesure où le vote a peu d'importance, on l'a dit, à l'époque impériale, et surtout, les habitants des confins de l'Empire qui ont la citoyenneté romaine ne vont pas se déplacer jusqu'à Rome
pour voter, dans le sens où c'est un acte qui n'a plus autant de portée qu'auparavant. En revanche, et ça c'est très important, au niveau de la loi, au niveau des droits, au niveau de la justice, la façon dont on peut être jugé, là il y a des implications qui sont tout de même très importantes. Les habitants, désormais, sont mieux protégés par la loi. Alors, si vous me permettez cette trivialité, aujourd'hui, le changement d'un statut d'un cheminot de la SNCF provoque énormément de grèves et de réactions. Quand l'édit de Caracalla est publié, quels ont été, est-ce que nous avons dans les sources un écho de la réaction de ces hommes libres ? Alors, des hommes libres directement, pas forcément, en tout cas ceux qui ont reçu la citoyenneté. Par contre, Dion Cassius, qui a un regard très critique envers Caracalla, lui émet un jugement négatif sur les raisons pour lesquelles cet édit a été proclamé. Selon lui, la raison, c'est la rapacité de Caracalla. Selon lui, la raison, c'est parce que Caracalla veut à tout prix avoir des rentrées d'argent dans les caisses de l'Empire. Pourquoi ? Parce que les citoyens romains paient une taxe que ne paient pas les pérégrins, qui est l'impôt sur l'héritage. C'est-à-dire entre 5 et 10% du montant qui est transmis, la valeur du montant, enfin des richesses qui sont transmises. Et donc c'est une rentrée d'argent considérable. Et Dion Cassius, lui, ne voit que cela comme raison. Selon lui, c'est la seule raison qu'il explique. Il dit dans son texte également que Caracalla, durant tout son règne, n'a fait que finalement voler les sénateurs, saisir leurs biens, les spolier, et donc c'est finalement une prolongation de sa politique et une manifestation de son caractère très vorace en quelque sorte. Donc un aspect avant tout financier. Alors, si on suit donc Cassius, on s'arrêterait évidemment à l'aspect financier et fiscal. Mais évidemment, c'est une source très critique envers laquelle l'historien lui aussi doit être critique, et il y a d'autres raisons que l'on peut faire émerger. Dans le texte de l'édit, et on le voit dans le papyrus notamment, il y a des raisons religieuses qui émergent. Et Caracalla, enfin en tout cas c'est ce que dit le texte, émet ce texte, prend cette décision pour honorer les dieux. C'est ce qui est dit, ce sont les termes du papyrus. Donc il s'agirait, c'est une interprétation qui est faite de ce texte, d'une manifestation d'universalisme en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il unit tous les citoyens ensemble, tous les hommes libres derrière la citoyenneté, pour honorer les dieux. Une façon en quelque sorte de renforcer l'unité du monde romain sous les auspices des dieux. Et un tel argument, c'est un argument recevable dans la mesure où est-ce que nous avons d'autres exemples de lois qui sont faits à la fois dans un dessein qui peut être financier, qui peut être militaire, que sais-je, et d'un autre côté qui est rattaché à une perception religieuse? Alors, pour cette époque, pour l'époque sévérienne, on n'a pas d'autres décisions de ce type. Pour avoir une décision qui concerne la religion à l'échelle de l'Empire, il faudra attendre Constantin avec l'édit de Milan. Donc il y a un côté unique de l'édit de Caracalla. Oui, c'est un document qui a une portée quand même extrêmement forte et presque inédite. Malgré tout, je pense qu'il faut tout de même nuancer la portée de ce texte. Certes, il accorde la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire, mais malgré tout, c'est un processus qui est quand même déjà bien enclenché. C'est-à-dire que depuis Auguste, beaucoup d'hommes libres ont déjà acquis la citoyenneté. Et donc finalement, ce texte, il vient parachever un processus qui était déjà en marche. C'est pas une mesure qui est révolutionnaire. Et là, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important et qui permet de remettre ce texte à sa juste place. D'autre part, et ça permet de mieux comprendre la portée de cet édit, il y a d'autres raisons aussi qu'on peut trouver à ce texte. Il y a des raisons également administratives, dans le sens où les cités ont toutes leurs statuts, leurs rangs également, leurs propres droits, etc. Par exemple, les cités peuvent avoir le droit romain pour les colonies et les municipes, c'est-à-dire que tous les hommes libres sont citoyens romains, et tous les hommes libres donc sont citoyens romains soumis au droit de Rome. Il peut y avoir également le droit latin, c'est-à-dire que les habitants sont citoyens romains, donc là ça concerne les colonies et les municipes également, mais ils n'auront pas tous les droits politiques, notamment le droit de remplir une carrière, le cursus honorum. Et donc, face à cette complexité, alors à cela il faut ajouter aussi les cités pérégrines qui peuvent avoir plusieurs statuts, et face à toute cette complexité, eh bien, l'édit de Caracalla vient simplifier les choses, puisque désormais il y a un seul statut, celui de citoyen romain. Donc, et là ça me semble un argument important, c'est que ce texte, cet édit finalement simplifie l'administration de l'Empire, la rend peut-être moins coûteuse aussi, du coup en personnel, en moyens déployés, et donc une gestion plus simple des hommes et des territoires qui composent le monde romain.
Est-ce que c'est une illustration de la romanité? Est-ce que c'est prendre acte du fait que on peut parler de romanité sur un immense territoire que vous évoquiez dans une autre émission, donc qui va du Portugal jusqu'à la Mésopotamie, du Sahara jusque l'actuelle Angleterre? Alors oui, ce texte, dans un sens, est une manifestation de romanité puisqu'il intègre les provinciaux. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est que Rome n'a jamais cherché à dominer, à écraser de façon violente le modèle qui était présent dans le territoire conquis, à imposer son modèle culturel, mais elle l'intègre. Et ça me semble important. Elle associe à son destin, à son histoire, à sa communauté, finalement, les peuples qui sont soumis à son pouvoir. La romanité, ça sera précisément le dernier volet de notre trilogie consacrée à la citoyenneté romaine. Je vous dis à très bientôt, Dimitri, et je remercie à nouveau nos auditeurs. À très bientôt pour un nouveau cours d'histoire.